va nous parler sous le titre « Quelle logique clinique pour l'abord des transidentités ?» À toi, Eric. Merci. Je vais, à un moment, je vais déplacer la caméra de façon à donner accès à un tableau que j'ai préparé, un tableau de formules logiques. En fait, le titre que j'ai choisi, en écoutant François Morel, j'ai eu envie de le changer parce que l'exposé que je vais faire prend en quelque sorte parfaitement, même si c'est involontaire, parfaitement la suite de ce que François vient de dire. Et donc j'ai envisagé de changer le titre pour celui-ci d'une question préalable au traitement clinique des transidentités. D'une question préalable, en insistant sur la question préalable. Quelle question préalable? Eh bien, celle que le clinicien, la question préalable, c'est celle de la logique que le clinicien va mettre en œuvre pour aborder divers événements. Et je vais centrer mon propos sur le fait qu'il peut utiliser, en le sachant ou souvent en ne le sachant pas, une logique qui est une logique classique, autrement dit une logique qui est une logique normative, qui est une logique dérivée de la socio-cognition, ou bien, au contraire, il peut utiliser un autre type de logique, à savoir une logique floue. Et selon le type de logique qu'il utilise, ça a des conséquences extrêmement importantes sur le traitement clinique de l'événement et sur les suites qui vont lui être données. Donc je vais commencer par une sorte d'historiette d'un événement, et puis après je vais décliner les deux façons logiques de l'aborder. L'événement, c'est un événement que j'ai imaginé, mais visiblement, c'est quelque chose qui a dû déjà bien souvent exister, que ce soit dans notre clinique, nos expériences, etc., etc. On va imaginer donc une famille composée d'un papa, d'une maman, d'une jeune fille et de son frère. Un soir, le père, la mère, la jeune fille décident de sortir pour aller au restaurant. Et le garçon, lui, veut rester seul. Donc, il reste seul à la maison. Il reste seul à la maison et dès que la famille est partie, il se précipite sur la garde-robe de sa sœur, il s'habille avec les vêtements de sa sœur, autrement dit, il s'habille en jeune fille, il va dans la salle de bain, il prend les produits de maquillage de sa sœur et il se maquille comme il a vu sa sœur se maquiller. Et puis ensuite, il déambule dans la maison en parlant comme une jeune fille, en agissant comme une jeune fille. Autrement dit, on est là dans le théâtre du genre. Là, c'est une véritable mise en scène, c'est un théâtre. Mais il se trouve que pour une raison quelconque, la sortie prévue par les parents et la sœur est annulée et ils rentrent à la maison de façon tout à fait inopinée. Et là, ils surprennent ce jeune garçon habillé en fille, maquillé, qui se comporte comme une jeune fille, etc. On peut imaginer que dans une famille quelque peu traditionnelle, cela suscite un certain affolement des parents, qu'ils se précipitent, et là, je dois dire que ça rejoint une expérience qui était arrivée à un ami à moi quand j'étais adolescent. Il se précipite chez un psy, un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, en lui exposant l'événement auquel ils ont été confrontés et qui les a quelque peu traumatisés, le fait que ce garçon, leur fils, soit habillé en fille et se comporte comme une fille. Et le problème qui va se poser maintenant, c'est le problème du clinicien. Cet événement, et vous remarquerez que je ne dis pas ce cas, je dis cet événement. Cet événement, comment va-t-il l'aborder? Par quelle logique? Est-ce qu'il va utiliser une logique
classique, autrement dit une logique parménidienne, autrement dit encore une logique binaire ou une logique bivalente, ou bien est-ce qu'il va utiliser un autre type de logique qui est ce qu'on appelle la logique floue. Et à partir de là, maintenant, je vais enchaîner sur ce que j'avais dit l'autre fois. Vous savez peut-être, si certains avaient assisté, que l'autre fois, j'avais traité du cas d'un patient qui avait été quelque peu désarçonné après la rencontre d'un transsexuel, et après avoir eu une relation sexuelle avec un transsexuel. Donc, je vais repartir aujourd'hui sur ce que j'avais dit à ce moment-là en parlant de la logique parménidienne. Et je vais rappeler ici que cette logique parménidienne a été créée par les Éléates au VIe siècle avant Jésus-Christ en Grèce, et que les Éléates, c'est principalement Xénophane de Colophon, qui lui est célèbre au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, et ensuite Parménide d'Élée, qui lui est célèbre à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Si on parle surtout de logique parménidienne, c'est parce que si Xénophane de Colophon utilise implicitement la logique parménidienne, Parménide d'Élée, lui, en revanche, la développe de manière tout à fait explicite. Cette logique parménidienne, qui est donc la logique classique, la logique binaire, la logique bivalente, opère selon trois critiques. D'une part, la critique des mythologues, des fabricants de mythes. D'autre part, une critique des physiciens de l'époque de Parménide. Et enfin, une critique de la doxa, c'est-à-dire de la pensée commune, de la pensée qui n'est pas critique, de la pensée qui est celle des préjugés. Et on verra que chez Parménide, ce qu'il dénonce comme étant la doxa, c'est précisément l'utilisation par les êtres humains d'une logique floue. Et contre cette logique floue, il suscite une logique binaire. Mais il ne fait pas que susciter une logique binaire. Dans le même temps, il va faire de cette logique binaire une ontologie, autrement dit une théorie de l'être, une ontologie telle qu'il y a un plongement réciproque de l'être et de la pensée au titre d'une même structure qui est la structure de la logique binaire elle-même. Une logique binaire, une ontologie et enfin une structure socio-cognitive. Et là, ça rejoint ce que François Morel disait tout à l'heure. Parce que cette structure socio-cognitive, c'est l'utilisation de la logique binaire, c'est l'utilisation de cette ontologie comme une norme pour la pensée et pour les conduites. De sorte que, après l'intervention des Éléates dans la pensée occidentale, et la pensée occidentale dans sa spécificité née de cette intervention éléate, c'est-à-dire de ce que j'ai appelé la révolution éléate, après donc cette intervention, tout un monde va s'écrouler et un monde nouveau va se construire, un monde normatif, un monde dans lequel l'ontologie telle que Parménide l'a définie, c'est-à-dire cette identification de l'être et du pensée, va prendre toute la place. Et en particulier dans cette identification de l'être et du pensée, ce que l'on va trouver au cœur de cette identification, c'est l'identification du genre à la sexuation anatomique. Autrement dit, le genre masculin s'identifie à la sexuation anatomique masculine, le genre féminin s'identifie à la sexuation anatomique féminine. Et à partir de là, à partir de cette bivalence, de cette binormativité, tout ce qui est du côté de l'intersexualité, tout ce qui est du côté de la transsexualité, de la transidentité, va être condamné comme ne respectant pas ces principes qui sont à la fois des principes logiques, des principes structuraux et des principes normatifs. La logique binaire va se composer de trois principes. Le principe d'identité, tout d'abord. Le principe d'identité avait été très bien défini par la poétesse Gertrude Stein, qui disait « A rose is a rose is a rose is a rose », etc. Une rose est une rose est une rose est une rose. Eh bien, en l'occurrence, le principe d'identité, c'est un homme est un homme est un homme est un homme, ou bien
une femme est une femme, est une femme, est une femme, et il n'y a pas de passage de l'un à l'autre. Ce principe d'identité est renforcé par le principe de non-contradiction, à savoir que si je suis un homme, je ne peux pas être une femme. Un homme, c'est le contraire de la femme. Et si je suis une femme, je ne peux pas être un homme. Et on voit déjà comment les mythologues, les fabricants de mythes, sont mis à l'écart par Parménide, parce qu'il suffit de remarquer que ce principe de non-contradiction élimine immédiatement un mythe comme celui de Tirésias. Tirésias qui est d'abord un homme, puis qui devient une femme, puis qui redevient un homme. Le troisième, donc principe d'identité, premier principe, principe de non-contradiction, deuxième principe, troisième principe, principe du tiers exclu. Et le principe du tiers exclu, c'est que entre deux catégories, homme ou femme, ne peut pas se glisser une troisième catégorie, une catégorie tierce, une catégorie telle qu'on pourrait passer insensiblement d'un genre à un autre en passant par le biais de cette catégorie tierce. Donc cette bivalence, cette bilogique, va opérer sur un opérateur logique spécifique qui est l'opérateur de la disjonction exclusive. Il y a deux types de disjonction dans le domaine de la logique classique. Il y a la disjonction exclusive et il y a la disjonction inclusive. Dans un univers parménidien, un univers binaire, la disjonction qui est utilisée, c'est la disjonction exclusive. Alors, qu'est-ce que c'est que la disjonction exclusive? Je prends deux catégories, en l'occurrence homme, femme. Dans la disjonction exclusive, et là, je vais déplacer ma caméra pour aller vers mon tableau. Je vous prie de m'excuser un instant. Alors, je ne sais pas si le tableau est bien visible là. Je vais me mettre en affichage sur l'affichage de l'intervenant. Ah, alors là, il y a un problème, c'est qu'il est à l'envers. Comment ça se fait qu'il est à l'envers? C'est bon, c'est normal. Non, il n'est pas à l'envers. Il est à l'envers pour toi, mais pas pour nous. Pas pour vous. Pour vous, il n'est pas à l'envers. Pas pour moi, en tout cas. Hein. Voilà. Clairement. Il est bon pour tout le monde, là? Oui. Pourquoi est-ce que pour moi, il est à l'envers? Ça, c'est un mystère du stade du miroir, j'imagine. Je ne sais pas. C'est parce que tu vois ton image en miroir. Donc, oui. C'est comme si tu la voyais, tu le voyais comme dans un miroir. Il faut mettre une option particulière pour que tu vois ton image comme nous la voyons. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que la table de vérité de la disjonction exclusive est visible pour tout le monde, là, bien visible? Oui. 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 Si je prends deux catégories, oui. Il faut conseiller pour les gens de ne pas mettre galerie, sinon au contraire de mettre celui qui parle. Je ne sais pas comment j'enlève la galerie, là. Il y a des choix. Celui qui parle et galerie. Il faut choisir celui qui parle pour le voir plus grand. Alors. Voilà, je viens de l'imposer là. J'ai trouvé le truc, c'est bon. Tout le monde doit le voir en grand maintenant. Voilà. Alors moi, j'ai encore la galerie au-dessus. Bon, écoute, peu importe. Oui, mais enfin, donc, en tout cas, tout le monde le voit en grand. Là, j'ai vraiment imposé pour tout le monde. D'accord. Bon. Donc ici, j'ai deux catégories. Homme, femme, homme ou bien femme. La disjonction exclusive, c'est ce petit signe-là, le W. Je vais l'entourer en rouge pour qu'il soit plus visible. La disjonction exclusive, on peut la traduire en termes sémantiques par soit un homme, soit une femme, ou bien un homme, ou bien une femme. Ce qui veut dire que si
j'ai la proposition ici telle que homme, vrai, femme, vrai, à ce moment-là, ou bien homme ou bien femme devient faux. On ne peut pas être à la fois un homme et une femme dans cette disjonction exclusive. Par contre, si je suis un homme et que je ne suis pas une femme, la proposition est vraie. Si je ne suis pas un homme et que je suis une femme, la proposition est vraie encore. Et si je ne suis ni un homme ni une femme, la proposition est fausse, évidemment, puisque c'est être ou bien un homme ou bien une femme. C'est donc une logique de l'alternative, soit un homme, soit une femme. Et ça, c'est dirigé par la disjonction exclusive. Et c'est typique là de ce qui va se passer pour des cliniciens qui vont se trouver confrontés à des problèmes d'identification de genre ou dès lors que quelqu'un va se réclamer à la fois de genre en même temps. Alors, je fais le tri dans mes affaires. Donc, cette logique-là, ce type de logique, je vérifie ensuite. Si je la représente ensuite de manière ensembliste, j'ai donc un ensemble ici que j'appelle A pour les êtres humains. J'ai pris A parce que si j'avais pris humain, j'aurais eu un H comme dans homme. Donc j'ai pris A en utilisant le terme grec anthropoi, c'est-à-dire les humains. Et cet ensemble des humains est divisé entre deux sous-ensembles, l'ensemble des femmes et l'ensemble des hommes. Il n'y a dans l'ensemble des humains, dans une logique binaire, que deux sous-ensembles, les femmes et les hommes, de telle sorte que si je réunis ces deux ensembles, si je fais l'union de l'ensemble femme avec l'ensemble homme, si je les unis, je retrouve mon ensemble de départ, c'est-à-dire l'ensemble des humains, l'ensemble A. En revanche, dans cette structure binaire-là, il n'y a pas d'intersection entre les deux ensembles. Autrement dit, il n'y a pas d'individu qui peut appartenir à la fois à l'ensemble des femmes et à la fois à l'ensemble des hommes. De sorte que l'intersection de l'ensemble des femmes et de l'ensemble des hommes, c'est l'ensemble vide. Les ensembles sont disjoints. Par ailleurs, comme il n'y a que deux sous-ensembles, le complémentaire de l'ensemble des femmes sur l'ensemble des humains, c'est l'ensemble des hommes. Le complémentaire, c'est par rapport à l'ensemble des femmes, c'est tous les individus qui n'appartiennent pas à l'ensemble des femmes. Donc, le complémentaire, c'est l'ensemble des hommes. Et vice-versa, évidemment, le complémentaire des hommes sur l'ensemble des humains, ce sont les femmes. Et donc, du coup, comme l'intersection entre le sous-ensemble des femmes et le sous-ensemble des hommes est vide, je retrouve évidemment le principe de la disjonction exclusive. Soit je suis un homme, soit je suis une femme. Ce domaine de la binarité logique donc a été créé au VIe siècle avant Jésus-Christ par les Éléates et a duré comme norme jusqu'aux années 1930, à partir du moment où ont été découverts les théorèmes d'autolimitation des systèmes logiques. Les plus connus sont ceux de Gödel, mais il y en a bien d'autres évidemment. Ce qui va caractériser donc du coup cette logique binaire lorsqu'on passe à la théorie des ensembles, c'est le fait qu'il va y avoir, fonctionnant sur ces ensembles, une fonction qu'on appelle une fonction caractéristique. Une fonction caractéristique, c'est le fait qu'un individu va appartenir à un ensemble ou ne va pas y intervenir. Il ne va pas y appartenir, pardon. Par exemple, si je prends X appartient à l'ensemble des hommes, à ce moment-là, X va être affecté du terme 1. Si X n'appartient pas à l'ensemble des hommes, X va être affecté du terme 0. Si je considère ensuite l'ensemble des femmes, simplement en me demandant si X, un individu quelconque, appartient ou n'appartient pas au sous-ensemble des femmes, s'il appartient à l'ensemble des femmes, ça va être caractérisé comme 1, c'est-à-dire vrai en fait. S'il n'appartient pas à l'ensemble des femmes, ça va être caractérisé comme 0, autrement dit faux. De sorte que la fonction caractéristique dans ce type d'ensemble
est une fonction qui se fait sur un ensemble qui est composé de 0 et de 1. Regardez ici, c'est bien entre deux parenthèses, c'est-à-dire que ça désigne un ensemble. Et là, on est donc dans le cadre de la logique classique, logique parménidienne, logique binaire, logique bivalente. Le problème qui s'est posé, en fait, dans les années 1965, qui a été un problème qui s'est posé à partir d'innovations technologiques, c'est que ce raisonnement binaire ne fonctionne pas très très bien. Et en particulier, il ne fonctionne pas très bien pour les êtres humains. Donc, à partir de 1965, avec quelqu'un qui s'appelle Lotfi Zadet, qui est un Azerbaïdjanais, voilà, j'arrive à le dire. Lotfi Zadet a commencé à travailler sur des ensembles flous et sur une logique floue. Dans la logique binaire, la fonction est donc une fonction caractéristique, ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'une appartenance va prendre la valeur soit 1, soit 0. C'est une bivalence, c'est soit 1, soit 0. C'est soit vrai, soit pas faux. Soit ça appartient, soit ça n'appartient pas. Dans une logique floue, dans un ensemble flou, on n'a pas de fonction caractéristique, mais on a une fonction d'appartenance qui se fait sur un domaine, un espace qui est compris entre 0 et 1. Ici, c'est soit 1, soit 0. Ici, c'est un espace qui va de 0 à 1. Autrement dit, ça peut être 0. Par exemple, si je me demande x appartient à un ensemble A quelconque, à 100%, alors x égale 1. Si x n'appartient pas du tout à 100%, il n'appartient pas à A, x égale 0. Mais je vais avoir tout un ensemble de valeurs intermédiaires telles que x peut être égal à 0,n, 0,10, 0,15, 0,20, qu'on va traduire en pourcentage. Autrement dit, dans ce cas-là, je vais dire x appartient à 10%, à 15%, à 20%, etc., etc. Donc, dans la logique classique, soit j'ai 1, soit j'ai 0. Dans la logique floue, j'ai 0, j'ai 1, et j'ai un tas de valeurs, une infinité même de valeurs intermédiaires entre 0 et 1. Ceci nous ramène donc à la question des genres. Dans un ensemble flou, par exemple, je prends l'ensemble des hommes ici, et je vais le prolonger jusque-là. Ici, j'ai quelqu'un qui serait un homme sur cette ligne-là, quelqu'un qui serait un homme à 100%. C'est une caricature, c'est une idéalité évidemment, mais ça serait, mettons, John Wayne, le velu, le viriloïde. Mais John Wayne, si vous regardez le film L'homme qui tua Liberty Valance, c'est quand même très différent. Et je vous conseille ce film qui est assez remarquable. Donc là, il est à 100%, un homme, John Wayne, donc. Et puis, progressivement, il est de moins en moins un homme. Et il arrive, donc ici, 100% homme. Ici, pareil, 100% homme. Donc, c'est tout ici, là. Et puis, on descend. Et là, il arrive à 0% homme. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est 0% homme? Eh bien, ce n'est pas du tout, dans une logique floue, quelqu'un qui est une femme. Dans une logique binaire, ça serait quelqu'un qui est une femme. Mais dans une logique floue, ce n'est pas une femme, c'est quelqu'un dont on va dire il est un non-homme. Qu'est-ce que ça veut dire non-homme? C'est comme John Wayne, c'est une idéalité. Mais on a des exemples dans un certain nombre de civilisations d'hommes qui sont transformés en eunuques ou en castrats, et ils ne sont plus tout à fait exactement des hommes au sens traditionnel du terme. De l'autre côté, on peut avoir un ensemble qui est l'ensemble des femmes. Je vais le prolonger ici. Et c'est pareil de ce côté-là.
ici, je suis à 100% femme. Bon, alors, je voudrais vexer personne, mais on va prendre aussi une caricature. Marilyn Monroe, par exemple, hein, Poupou Pidou. Et puis, ça descend, et là, ça va être 0%. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une non-femme? Je ne sais pas très, très bien. Et à vrai dire, d'ailleurs, je m'en fiche un tout petit peu, parce que je me sens très peu concerné par ces 100% ou ces 0%. Dans une logique floue, donc la logique floue, ici, l'homme est 100% homme, ici, il va être à 50% homme, ici 0%, mais en réalité, il va parcourir tout cet espace-là. Dans une logique binaire, soit il est un homme, soit il est une femme. Dans une logique floue, il est un homme, pas forcément absolument, un petit peu moins, un petit peu plus, peu importe. Et pareil pour une femme. On parcourt, en fait, dans une logique floue, on parcourt des espaces. Et dans une logique floue, si je fais la réunion de l'espace homme et de l'espace femme, la réunion, c'est ce que j'ai mis ici en noir. Dans cette réunion-là, quelqu'un peut passer continuellement d'un pôle à l'autre. Il n'est pas bloqué comme dans une logique binaire où il a une interdiction absolue de passer d'un pôle à l'autre. S'il est un homme, il est obligé de rester un homme. S'il est une femme, il est obligé de rester une femme. Là, dans une logique floue, au contraire, il peut jouer dans tout cet espace. C'est le jeu, en fait, des identifications de genre. Et ce jeu des identifications de genre, de la transidentité, si on veut, c'est le sous-ensemble des hommes, union, le sous-ensemble des femmes. Par exemple, on peut dire que le jeune garçon de tout à l'heure, de notre historiette, eh ben, il va, au départ, quand ses parents sont là, il est plutôt côté homme, etc. Et quand ses parents ne sont pas là, hop, il passe plutôt côté femme. Une remarque immédiate ensuite par rapport à ce schéma. Je vais faire un autre schéma ici. Vous remarquerez ici ce que j'ai mis en bleu, qui est le côté comme des ailes de papillon. Je ne sais pas si on le voit bien, ça. Oui, on le voit bien, cet aspect aile de papillon. Cet aspect aile de papillon, là, en fait, c'est la logique binaire elle-même. C'est-à-dire, soit je suis du côté des hommes, soit je suis du côté des femmes. Et vous voyez une chose très, très importante pour la théorie de la logique, c'est que la logique binaire est une particularité de la logique floue. C'est une restriction de la logique floue. Ce n'est pas la norme absolue, la vérité absolue, comme on peut le penser dans un univers de pensée classique. C'est au contraire une restriction, la restriction qui a été opérée par les éléates, une restriction de la logique floue. Autrement dit, la logique floue, c'est à l'inverse une généralisation de la logique binaire, de la logique parménidienne. La logique floue, c'est celle des mythologies, justement, celle de Tirésias, ou encore celle d'Hermaphrodite. C'est une logique où on peut jouer sur toutes les identifications de genre, passer de l'une à l'autre, etc. Maintenant, regardez ici, alors je l'avais masqué, ce qui se passe. Ici, on a vu tout à l'heure que dans la logique binaire, l'intersection de l'ensemble homme et l'intersection de l'ensemble femme était un ensemble vide. On ne peut pas appartenir aux deux à la fois. En revanche, dans une logique floue, on peut parfaitement appartenir aux deux à la fois. Autrement dit, l'intersection du sous-ensemble des hommes et du sous-ensemble des femmes n'est pas un ensemble vide. On va se retrouver en particulier avec cette intersection toutes les personnes qui se définissent comme androgynes, non-binaires, etc. etc. En particulier, si vous regardez ici ce qui constitue la hauteur de ce triangle-là, je marque avec un petit h, la hauteur, c'est en quelque sorte ici l'androgyne parfait, celui qui est à 50% homme, 50% femme. Dans l'exemple clinique que j'avais pris l'autre fois, c'était précisément ce qui avait troublé mon patient, qui fait qu'il a eu un vacillement en quelque sorte de ses repères à un moment ou à un autre, parce qu'il se situait dans un univers
où d'un côté il y a les hommes, d'un autre côté il y a les femmes, mais cet univers de l'intersection de l'ensemble homme et de l'ensemble des femmes, il ne pouvait pas le supporter parce qu'il vivait dans la norme binaire. Alors, donc, dans une logique floue, le complémentaire de homme, eh ben, c'est pas femme, parce qu'il y a tout cet espace que j'ai laissé en blanc là. Et de même, le complémentaire de femme par rapport à A, donc A en fait c'est tout le cadre, c'est l'ensemble des humains, eh ben, c'est pas homme non plus, c'est autre chose. C'est ni homme ni femme en quelque sorte. Et donc, écoutez, voilà. Et oui, autre chose, donc l'union du sous-ensemble homme et du sous-ensemble femme, ça ne donne pas l'ensemble des humains. Il y a autre chose en plus. Quoi exactement, on ne sait pas, mais ça ne se réduit pas à ça, parce qu'on est dans un univers d'appartenance, dans une fonction d'appartenance, et non pas dans une fonction caractéristique. D'accord. Alors, cette logique floue, là, ça a été énormément utilisé dans l'industrie et en particulier actuellement. Alors, évidemment, on ne parle plus là d'homme ou de femme. Ça a été en particulier utilisé dans tous les appareils électroménagers, sauf que ça n'a pas eu de succès en Occident. En Asie, où il fonctionne de manière assez spontanée par la logique floue, ça a permis le décollage de tout ce qui est Samsung, toutes ces entreprises-là. Ça a été un énorme succès. Mais en Occident, compte tenu de l'importance et les hâtes de la logique binaire, ça fait un flop total. Si bien qu'aujourd'hui, les fabricants d'appareils électroménagers, les fabricants d'appareils photo masquent systématiquement le fait que leurs appareils utilisent des logiques floues. Et là, on voit quelque chose qui est très important, c'est l'univers culturel dans lequel on va se situer. Une logique floue dans un univers asiatique, ça ne pose absolument pas de problème. Au contraire, c'est la façon spontanée d'agir. Et par exemple, dans les identifications de genre, vous allez voir très facilement des hommes jouer au théâtre des rôles de femmes. Et dans cet univers où j'ai vécu et travaillé, qui est l'univers polynésien, vous allez avoir des gens qu'on appelle des rérés, qui se situent précisément à l'intersection de l'ensemble des hommes et de l'ensemble des femmes. Autrement dit, ce sont des hommes, mais qui vivent en femmes et qui, pour autant, n'abolissent pas totalement leur identité homme. Ils vivent dans cet espace d'intersection et non pas dans un espace de clivage. Donc, on revient maintenant à notre historiette de départ. Le clinicien qui est face à ce jeune homme surpris par ses parents a bien fait. Comment va-t-il réagir? S'il réagit selon une logique binaire, selon la logique classique, il va traiter le comportement de ce garçon comme étant un comportement pathologique. Bien sûr. Et du coup, il va travailler sur tout ce que l'on peut entendre sur les troubles de la personnalité, la dysphorie de genre, les troubles dans le genre, etc., etc., etc. Maintenant, si l'univers de référence du clinicien est l'univers de la logique et des ensembles flous, à ce moment-là, ce qu'il va interroger en tant que clinicien, c'est l'affolement des parents. Il ne va pas traiter ce garçon comme étant un cas. Ce qu'il va traiter, c'est l'événement, c'est-à-dire l'événement pour lui, c'est pas qu'il s'habille en femme, c'est que les parents, en rentrant, sont affolés. Et c'est ça, à ce moment-là, qu'il va traiter. Et vous voyez ici que l'univers logique de référence du clinicien, qu'il le connaisse ou qu'il ne le connaisse pas, est d'une extrême importance, puisque ça va avoir des conséquences sur les considérations cliniques et sur la prise en charge de l'événement lui-même, sur la prise en charge thérapeutique. Pour terminer, je voudrais faire une remarque à propos d'un passage de Clotilde Le Guilde dans le livre « L'être et le genre », qui est paru au PUF en 2015. C'est un passage qui va des pages 54 aux pages 58. Alors, j'ai beaucoup d'interruptions parce que je n'ai pas tout cité. Évidemment, je ne cite pas 3 pages. Clotilde Le Guilde, là, conteste les travaux de Monique Wittig. Monique Wittig, donc, François Morel a parlé tout à l'heure.
Et elle dit ceci: la lutte de Monique Wittig contre le genre est en conséquence une lutte contre l'être. Que fait Clotilde Le Guilde là? Elle se place dans un univers parménidien, l'univers de l'ontologie parménidienne, où il y a un plongement réciproque de l'être et du pensée, de l'être et de la représentation. Je reprends la citation de Clotilde Le Guilde. La lutte de Monique Wittig contre le genre est en conséquence une lutte contre l'être. C'est donc aussi en finir avec les concepts fondamentaux de la pensée philosophique. Les concepts fondamentaux de la pensée philosophique, mais ce sont les concepts parménidiens, les concepts éléates. Si on utilise une autre logique, on n'est plus du tout dans les mêmes concepts fondamentaux, on passe à autre chose. Et pour moi, c'est tout l'intérêt de la pensée queer telle qu'on peut la développer aujourd'hui, c'est qu'on passe à d'autres concepts fondamentaux. Je continue la citation de Clotilde Le Guilde. Faire disparaître la différence des sexes du discours implique pour Monique Wittig de faire disparaître le concept même de différence au sein de la langue, faire disparaître le concept de différence de la langue. Elle prône la résorption de la différence dans le même. Maintenant, moi je me suis posé une question, je n'ai pas la réponse, je vous soumets la question à propos de ce passage de Clotilde Le Guilde. Ce qu'elle dit, c'est que si on abolit la différence des sexes, c'est-à-dire si on abolit un univers strictement parménidien, à ce moment-là, on abolit la différence même dans la langue s'écroule et avec l'écroulement de la langue, c'est toute la pensée qui s'écroule. Mais à quoi fait référence Clotilde Le Guilde? Je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais ça me paraît quand même pouvoir être déductible. À mon sens, elle fait référence à la théorie de la langue chez Benveniste, dans le cours de linguistique générale. Que dit Benveniste, donc, à la page 166 du cours de linguistique générale? Il dit ceci: dans la langue, il n'y a que des différences sans termes positifs. Mais une page après, il dit ceci: entre les signifiants, il n'y a qu'opposition. Autrement dit, subrepticement, en quelque sorte, selon l'analyse que j'en fais, oui, mais je ne suis pas sûr du tout de ce que je dis, j'ai besoin de votre avis à ce sujet. Selon l'analyse que j'en fais, donc, Benveniste passe de quelque chose qui est de l'ordre de la différence à quelque chose qui est de l'opposition. Qu'il y ait de la différence entre les signifiants est en effet au principe même du fonctionnement de la langue. Mais peut-on obligatoirement faire de cette différence une opposition? Est-ce qu'on ne peut pas considérer plutôt que ces signifiants fonctionnent ensemble comme des complémentaires, à la façon dont ici on a le complémentaire de l'homme qui va être l'identification côté féminin, mais là c'est plus des complémentaires au sens ensembliste du terme, hein, c'est des complémentaires au sens des signifiants. Peut-on penser que la différence soit forcément de l'opposition? Auquel cas, si on pense que la différence est forcément de l'opposition, à ce moment-là, il me semble que Clotilde Le Guilde a raison. Je prie m'excuser. Mais si on pense que la différence n'est pas forcément de l'opposition, alors on peut naviguer dans cet espace de la transidentité. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup.